Alors merci, moi aussi j'adresse tous mes remerciements aux organisatrices, aux organisateurs pour ce festival merveilleux qui nous a fait traverser des expériences sensorielles très très nombreuses et très particulières, uniques sans doute en leur genre, notamment hier midi. Donc oui, je vais vous parler du croisement en fait entre un contexte qui est celui des cabinets de curiosité, du goût pour les collections, de singularité, et puis l'écriture du quart-livre, enfin l'écriture de Rabelais en fait, et pour voir comment les choses peuvent se croiser avec le motif du voyage, justement, hein, qui est le thème retenu cette année pour ce festival. Alors, parce que le quart-livre est écrit et se présente comme un récit de voyage, il possède sa part de merveilleux. Et tout comme un récit de voyage, il accumule les singularités à mesure qu'il chemine et découvre de nouvelles terres. En cela, il fonctionne en écho aux réalités culturelles contemporaines, qui sont celles de la curiosité et des cabinets du même nom, c'est-à-dire ces espaces conçus par des collectionneurs comme des microcosmes de toute la création, et cherchant à rassembler donc ce qui étonne, ce qui émerveille par un caractère rare, unique, précieux ou énigmatique, et le tout rassemblé, tous ces objets rassemblés en un lieu clos et secret, réservé aux seuls invités de choix, lieu dévolu à l'étude autant qu'à la contemplation. Alors, je vais commencer par un point un petit peu de contextualisation pour qu'on visualise, qu'on soit tous d'accord sur ce dont je parle. Donc, qu'est-ce qu'un cabinet de curiosité ? Alors, chronologiquement, on a coutume de faire remonter l'origine du cabinet de curiosité au studiolo, et notamment celui de Urbino, qui est encore visible aujourd'hui. Alors, je vous ai montré ici un plan du palais ducal, où on voit en fait que le studiolo est placé vraiment dans une position centrale au niveau de l'architecture. C'est un lieu tout petit, vraiment. Vous savez, si vous l'avez visité, qu'il est garni de parois en marqueterie de bois précieux qui toutes représentent en trompe-l'œil des placards ouverts. Alors vous avez une petite vue en haut à droite de ma diapositive, des placards ouverts dans lesquels on devine ou on reconnaît des objets, des instruments du savoir, des astrolabes, des livres, de toutes sortes d'objets symboliques qui vont marquer l'endroit comme étant réservé en effet à la méditation, à la contemplation et à l'étude. Mais aussi bien sûr au prestige, hein, c'est un lieu d'apparat qui va être, vous le voyez, en communication directe avec la salle d'audience, la salle où l'on reçoit des diplomates, des ambassadeurs, etc. Mais aussi, vous voyez que le lieu est ouvert de différents côtés, il y a plusieurs portes, même si la pièce est toute petite. Le lieu communique également avec la guardaroba, enfin la garde-robe qui elle-même communique avec la chambre à coucher du duc, c'est-à-dire avec, disons, le côté privé des appartements, hein, davantage. Donc en fait, on sent bien que c'est un lieu à l'intersection de différents usages, où le duc peut se rendre seul pour méditer, pour étudier, et puis aussi où il peut se rendre avec des invités de marque dans une perspective qui est davantage celle du prestige et de la démonstration de pouvoir. Bon, d'autant que le lieu ouvre aussi sur une loggia, que vous voyez en numéro 2, et que l'on peut aussi contempler toutes les possessions du duc, rien qu'en sortant comme ceci, dans la loggia. Voilà. Donc c'est un lieu mixte, un lieu où se croisent de nombreux enjeux. Alors le cabinet de curiosité, on parlait de, Stéphane disait, début du XVIe, milieu du XVIe, quand est-ce que ça commence à apparaître? Alors on a une première attestation écrite dans les blasons de Gilles Corrozet, 1539, qui présente parmi les blasons domestiques, c'est-à-dire des éléments de la maison, un blason du cabinet qui, vous le voyez, se présente sur cette gravure comme un meuble,
coffret, un gros coffret, disons, parce que quand on voit la taille des fenêtres, on voit qu'il est gros, hein, un gros coffret ouvert et qui contient de nombreux petits objets, sans doute précieux. Et on voit que le cabinet, c'est donc peut-être, c'est à la fois, enfin ça peut être à la fois une pièce entière remplie, on va le voir juste après, remplie d'objets, mais aussi un meuble, tout simplement une sorte d'armoire ou un coffre, enfin ça prend la forme que l'on veut. Je vous en ai donné une autre représentation très très connue avec des casiers comme ceci. Et je vous donne aussi la définition qu'on trouve dans le dictionnaire de Cotgrave au début du XVIIe. Alors, 1539, donc, on voit que ça correspond à un usage domestique, hein, à quelque chose qu'on trouve dans les maisons, qu'on peut trouver dans les maisons, et qui peut prendre cette forme-là, qui peut prendre des formes beaucoup plus ambitieuses, hein, puisque dans les années 30, il y a également d'autres exemples de ce qu'on peut appeler aussi un musée, dès cette époque-là, un musée personnel, et en particulier Paul Giove, dont il a été question hier, est quelqu'un qui fonde chez lui un musée sur le lac de Côme, très très connu, dès 1537. Donc vous voyez, nous sommes dans les années 30, et déjà deux formes très très différentes, parce que le musée de Giove, c'est plutôt un musée d'hommes illustres, où il va accumuler des portraits, des bustes, toutes sortes d'objets qui évoquent des grandes personnalités de l'Antiquité ou de son temps. Chez les apothicaires, alors ça c'est la première gravure, hein, c'est la gravure la plus ancienne que l'on ait qui représente ce type de lieu. Elle date de 1599. Il s'agit d'un apothicaire de Naples qui s'appelle Ferrante Imperato. Et cette gravure, elle est intéressante à différents titres. D'abord parce que vous y voyez un trait qui va être essentiel, c'est celui de la profusion, de l'abondance, d'un espace totalement saturé, presque rempli d'objets de toute taille, rempli aussi de rangements qui vont pouvoir permettre de loger des objets tout petits ou des objets plus gros, des placards ouverts débordants, mais bien sûr aussi, comme vous le voyez sur la gauche de l'image, une bibliothèque, c'est-à-dire que c'est vraiment un lieu où on associe en fait l'étude, les connaissances livresques et les connaissances par l'objet, par l'observation. Et on voit à cet égard qu'il y a des visiteurs, et ces visiteurs, ces personnages sont en train de se montrer des choses entre eux, de discuter, de peut-être réfléchir à des interprétations, à des noms qu'il faudrait donner à tel ou tel objet. Donc ça, c'est le type même du cabinet d'apothicaire, dont vous allez retrouver, si vous voulez, le stéréotype de la mise en place, comme ceci, sur des frontispices. Donc là, quelques années plus tard, 1616, c'est à Nuremberg, c'est tout à fait ailleurs, mais en tout cas, ça ressemble énormément. Et vous retrouvez également un plafond chargé, des murs, toute une faune et une flore qui sont exposés au regard d'un visiteur qui est là, accompagné sans doute du propriétaire, le collectionneur, qui lui montre les choses en les montrant du doigt. Voilà. Alors ici, la particularité par rapport à ce qu'on avait dans la gravure précédente, c'est le démonstrateur, hein, que vous n'aviez pas précédemment, et c'est le fait que le sol soit entièrement recouvert de différents animaux qui semblent être pris dans des postures même presque vivantes, hein. On se demande s'ils ne sont pas en train de ramper. Donc c'est une mise en scène extrêmement spectaculaire, bien sûr, qui est privilégiée. Vous voyez toujours la présence des livres sur une étagère au-dessus des personnages. Hein, et puis donc différents modes d'accrochage et de présentation ici beaucoup de naturalia, comme on dit, c'est-à-dire des objets tirés de la nature, des productions de la nature, alors qui étaient souvent les objets privilégiés par des apothicaires férus d'histoire naturelle. Mais il y a également, je ne sais pas si on la voit là, la petite statue ici, il y a aussi des objets qu'on appelle des artificialia, deuxième pôle important de collecte, c'est-à-dire des objets réalisés par une main humaine. Hein, quel que soit le type d'objet, ça peut être une sculpture, ça peut être un soulier amérindien, ça peut être des armes, enfin toutes sortes de choses, dès lors que c'est fabriqué par une main humaine, peut trouver sa place dans les cabinets de curiosité. Voilà. Ça permet de couvrir à la fois la création divine, la production naturelle, et la création humaine, les artificialia.
Voilà le type de planche qu'on trouve dans ces catalogues, qui regroupent donc par type d'objets, souvent les objets collectionnés, et qui correspondent sans doute à une pratique de classification encore embryonnaire, encore difficile pour les hommes de cette époque, mais qui se cherchent en tout cas aussi dans ces espaces de réflexion, enfin qui sont des espaces de réflexion. Alors, au nombre des artificialia, voici quelques exemples. Vous voyez, il y a de l'ordre des statues ou des fragments de statues antiques. À droite, vous avez des lampes, des lampes romaines, bon, donc toutes sortes d'antiquités. Hein, en fait, il y a énormément de collectionneurs d'antiquités. C'est peut-être le premier mouvement. Enfin, c'est Richard Cooper qui pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi. Donc, c'est le mouvement même de l'humanisme, c'est d'aller rechercher des fragments antiques et d'essayer de comprendre l'histoire grâce à ça. Et puis, au centre, j'ai placé cette fameuse Daphné, qui est alors par contre là une commande exceptionnelle, objet unique, fabriqué à partir de naturalia, parce que vous voyez le corail, mais il y a aussi énormément d'autres éléments qui rentrent dans cette sculpture. Alors on a évidemment aussi la fameuse corne de licorne, hein, qui peut être conservée et exposée sous différentes formes, puisque vous voyez à gauche une corne de licorne entière, disons, très haute, hein, ça peut faire autour de 2 mètres de haut, qui est exposée dans la collection des Habsbourg d'Autriche, et qui est d'ailleurs l'un des deux seuls objets inaliénables de la collection, c'est dire l'importance de cet objet. Et puis, si on en a seulement un petit tronçon, comme on dit à l'époque, on peut s'en faire un gobelet. Hein, on n'avait pas ce genre de gobelet hier pour la dégustation, mais en tout cas, c'est un gobelet qui est non seulement précieux parce qu'il est fait en corne de licorne, mais parce qu'on considère que la corne de licorne a des vertus d'antidote universel. Donc quand vous buvez dans ce gobelet, vous êtes sûr que même si on a empoisonné votre breuvage, vous serez en tout cas préservé de tout empoisonnement. Donc évidemment, c'est un objet exceptionnel. Encore une fois, une monture d'orfèvrerie sur un objet, sur un fragment de corne naturelle. Voilà, donc d'autres exemples qui vous montrent les possibilités presque infinies qu'on pourra avoir, dont des choses tournées en ivoire, des œufs d'autruche montés sur des montures qui elles-mêmes représentent une autruche, mais aussi simplement le toucan, alors généralement réduit à son bec, hein, puisqu'on ne peut pas conserver l'oiseau, mais surtout le bec. Et tout ceci peut se côtoyer d'une manière tout à fait disons, attendu dans ce type de lieu. Je n'oublie pas les monstres qui ont aussi leur intérêt et qui attisent à leur manière la curiosité, bien sûr. Donc vous avez ici par exemple un agneau avec un seul œil, des siamois et puis toutes sortes de chats avec trop de pattes, enfin bon bref, voilà, des monstres qui sont conservés. Alors, on ne sait pas trop comment ils étaient conservés, hein, mais tout dépend, souvent dans des bocaux, hein, si c'était des petits fœtus avortés, on ne sait pas. Voilà, donc l'objectif, c'est de faire le raccourci du magasin du monde, comme vous dit ce poème, de créer la merveille qui tient en alarme les yeux, de rassembler les 4 éléments. Ici, du feu, de l'air, de la terre et de l'onde se trouve petit pied ce qu'il y a de mieux, fondit que de trésors, abîme de richesse, source de rareté, objet des beaux esprits, tout ce que l'univers contient en sa largesse, tu reçois en ton peu, où le tout est compris. Donc l'idée, c'est de rassembler dans un lieu tout petit quelque chose d'immense et qui représente l'universel. Alors évidemment, à l'époque des grands voyages, c'est très tentant d'aller chercher aux 4 coins du monde, hein, dans les 4 parties du monde, des objets qui vont se retrouver éventuellement en Poitou, dans des lieux que Rabelais aura pu peut-être rencontré, ou en tout cas dont il a pu connaître l'existence. Si ça n'était pas en Poitou, ça pouvait être ailleurs. Dès lors qu'il a fréquenté l'Italie, Rome, qu'il a eu forcément connaissance aussi du cabinet du roi de François Ier. Hein, et là, je repensais, quand j'entendais Frédéric juste avant, je repensais à cet objet. Donc je vais vous le montrer. En fait, je ne l'avais pas prévu dans le diaporama. Si vous permettez, je vais juste vous montrer ça. Voilà, l'hydre
l'hydre qui a été offerte par les Turcs justement en 1530, qui a défrayé la chronique. Hydre à 7 têtes, donc un animal évidemment fabriqué par un taxidermiste. Gessner, Conrad Gessner, qui est le grand naturaliste de Zurich à l'époque, est appelé pour en faire l'expertise, et il en fait l'expertise en disant non, ça n'est pas une véritable hydre car les têtes sont toutes différentes, et le taxidermiste y est très mal pris parce qu'il a mis 7 serpents différents, il a collé 7 serpents différents à un corps de on ne sait quoi, et donc il s'est trompé car nature ne procède jamais de cette façon, et si ça avait été vraiment un être de nature, il n'aurait pas cette tête différente. Donc voilà l'hydre de François Ier 1530 qui a été très, très importante parce qu'il y a eu énormément de bulletins, de feuilles volantes, etc., qui ont circulé à son sujet. Et là, bon, c'est quand même difficile d'imaginer que Rabelais n'ait pas été au courant de ce genre de choses. Alors je vais retourner à mon diaporama. Voilà. Et en l'occurrence, oui, on sait, enfin, il a lui-même prévu dans la galerie, dans Thélème, dans l'abbaye de Thélème, une galerie qui serait finalement à l'image de la galerie, des grandes galeries des palais royaux de l'époque, hein, de Fontainebleau, ou vous voyez ce genre de grandes galeries. Il a prévu une galerie de ce genre à Thélème où il explique, donc ça c'est la galerie du château d'Oiron, qui est un petit peu plus modeste que celle que j'ai présentée juste avant, qui était celle de Fontainebleau, mais enfin voilà, l'idée de la galerie, c'est cette espèce de longue enfilade qui permet de se promener et de contempler des objets magnifiques. Il a prévu une galerie à Thélème qui serait ornée, remplie de cornes, une collection de cornes, donc des cornes de licorne, dit-il, de rhinocéros, d'hippopotame, alors là, je pense qu'il pense à une dent plutôt, d'éléphants et autres choses spectables, dit-il. Et il avait d'abord parlé de peinture et de cornes de cerf dans une version antérieure du texte. Donc on voit qu'il revient sur ce texte. Hein. Il commence par parler seulement de cornes de cerf en 1535. En 1542, il ajoute les cornes de licorne, de rhinocéros, d'éléphant, etc. Et donc vous avez ici un remaniement qui est sans doute loin d'être anodin et qui témoigne de l'intérêt que porte l'auteur aux collections de curiosités de son temps, qu'elles soient princières, puisque ce dispositif de galerie est uniquement du côté des collections princières, ou qu'elles soient médicales, puisqu'il y a aussi des collections de médecins, évidemment. Et quand on pense aux choses spectables, même aux cornes de licorne, on peut les trouver chez les médecins à cette époque-là également. On sait aussi, on l'a entendu hier, que Rabelais compte parmi ses proches des personnalités que la curiosité ne laisse pas indifférents, en particulier Jean du Bellay, qui l'accompagne en Italie et qui marque un goût prononcé pour les antiquités, pour la rencontre avec des gens doctes, au point de faire de nombreuses démarches pour se procurer des objets. Richard Cooper nous l'a très bien montré hier. Peut-être aussi Tiraco à Fontenay-le-Comte, dont Michel, le neveu, je crois, a constitué une riche collection, dont on a un témoignage grâce aux œuvres poétiques d'André de Rivaudot, et André de Rivaudot qui signale qu'il y a de nombreuses choses, que dirais-je, des fruits des arbres étrangers, rapportés de si loin parmi 1000 dangers, le poivre avec sa grappe et la palme idumée. Bon, il y a toute une liste de plantes. Il dit aussi, je dirais, l'œuf d'autruche et les habits sauvages, composés d'extrêmement de petits cartilages, de racines, d'écorces, et leurs velus chapeaux, leurs braies, leurs tapis et leurs panaches beaux. Donc là, on voit que ce sont des exoticas. Ce sont des objets sans doute de parure amérindienne, que tu as arrangés en cette chambre ornée, où tu tiens Tiraco, le Pérou et Guinée. Donc il connaît peut-être en Poitou, Rabelais, des endroits qui rassemblent le Pérou et la Guinée ensemble, c'est-à-dire des endroits comme ceci microcosmiques, hein, d'une certaine manière. Alors comment est-ce que ça va se traduire, entre guillemets, dans son œuvre? Qu'est-ce qu'on trouve comme trace
éventuellement de ce type de singularité dans son œuvre et de ses pratiques collectionneuses, il met plusieurs personnages dans le quart-livre en situation de découverte. Et tous ne réagissent pas de la même façon. En règle générale, les objets de taille exceptionnelle ou les nouveautés sont admirés et rapportés quand cela est possible, offertes également. Et même le déplaisant marchand de moutons d'un de nous cède au goût des singularités, puisqu'il dit avoir rapporté à sa femme une belle branche de corail rouge pour ses étrennes. Et il dit qu'elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est belle et de 11 poussées longues, c'est-à-dire qu'elle a sans doute plusieurs ramifications comme ceci. Alors voilà, ce genre de petits détails qui montrent que revenant de voyage, on pense à ces choses-là. Et c'est là-dessus que je voudrais intervenir aujourd'hui. C'est cette image que Rabelais transmet de la curiosité, la manière dont il problématise les enjeux associés à la fois au récit de voyage avec son cortège de singularité et aussi à la curiosité en elle-même. Alors, pour commencer, en quittant le rivage de l'Europe en quête de la dive bouteille, Pantagruel s'adresse à son père et lui écrit une lettre disant ses intentions, une lettre qui se termine par les mots suivants, vous assurant que les nouveautés d'animaux, de plantes, d'oiseaux, de pierreries que je pourrais trouver et recouvrer en toute notre pérégrination, toutes je vous porterai. Donc ici, on sent bien qu'il y a à la fois l'attrait de la nouveauté, la recherche de la nouveauté, ainsi que la collecte, dont il déclare qu'elle sera systématique et que c'est un élément essentiel de son voyage vis-à-vis de son père. Et c'est effectivement avec de tels arguments d'un intérêt pour la nouveauté et la curiosité, d'une certaine manière, que Panurge avait convaincu Pantagruel de l'accompagner. À la fin du tiers-livre, il avait dit « Je vous ai de longtemps connu amateur de pérégrinité et désirant toujours voir et toujours apprendre, nous verrons choses admirables et m'en croyez. » Ce principe d'apprentissage, de désir de connaître, qu'on peut appeler la libido sciendi, qu'on appelle comme ceci au XVIe siècle, est encore rappelé lorsque les personnages échappent à la tempête et au vieux Macrobe qui s'étonne qu'ils aient pu aborder dans son port en dépit des éléments déchaînés. Pantagruel répond que Dieu les a pris en grâce parce que le but de leur voyage était louable et non mercantile. C'est ce qu'il dit ici, dans l'extrait que j'ai donné aussi. Pantagruel lui répondit que le observateur avait eu égard à la simplicité et sincère affection de ces gens, lesquels ne voyageaient pour gain ni trafic de marchandises. Une et seule cause les avait en mer mis, savoirait studieux désir de voir, donc libido sciendi, studieux désir, de voir, d'apprendre, de connaître et de visiter l'oracle de Bacbuc. Donc là, on sent qu'il y a ce qu'on peut appeler à l'époque une bonne curiosité, c'est-à-dire non pas une curiosité malsaine ou qui voudrait percer des mystères, une sorte d'hubris ou de démesure tournée vers ce qui nous serait inaccessible, mais plutôt une curiosité qui s'oriente vers le désir d'en savoir plus, d'apprendre et d'enrichir donc ses connaissances. Non pas de s'enrichir de manière mercantile, on le voit bien. Le voyage est donc, ce voyage est donc une occasion de promouvoir une curiosité réfléchie, raisonnée, celle que justement les collectionneurs dans les cabinets de curiosité cherchent à mettre, à défendre, voilà, parce que évidemment ils sont en but à des critiques qui portent sur éventuellement la vanité de collectionner ou justement la démesure que cela pourrait représenter aux yeux de la place que l'on doit garder vis-à-vis de Dieu, par exemple. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc, ici, on voit cette nécessité de parler de gens studieux, amateurs de pérégrinité, etc.,
Et ceci est encore rappelé au chapitre 11 du quart-livre, lorsque Épistémon se remémore son voyage à Florence, et Richard Cooper en a parlé aussi hier, où, vous savez, donc les personnages sont accompagnés d'un certain Bernard Lardon, qui est un moine qui, lui, ne s'intéresse à rien de tout ce qui les stimule et de tout ce qui les rend extatiques. Alors, en fait, ce que dit Épistémon, c'est que curieusement, contemplions, c'est voilà la diapo ici, et lors curieusement contemplions, donc curieusement veut dire ici avec soin, hein, c'est l'étymologie de cura, le soin, nous contemplions avec application, disons, avec beaucoup d'attention, l'assiette et beauté de Florence, la structure du dôme, la somptuosité des temples et palais magnifiques, et nous entrions en contention qui plus aptement les extolerait par louange condigne. Donc il y a une espèce comme ça d'unanimité de la louange et de l'admiration, etc. Mais que dit Bernard Lardon? Je ne sais que diantre vous trouvez ici tant à louer, j'ai aussi bien contemplé comme vous, et ne suis aveugle plus que vous, et puis qu'est-ce? Ce sont belles maisons, c'est tout. Ces porphyres, ces marbres sont beaux, je n'en dis point de mal, mais les darioles d'Amiens sont meilleurs à mon goût. Donc c'est ce que disait, ce que citait hier Richard Cooper, et c'est extrêmement drôle de voir cette situation très contrastée en fait entre des personnages qui sont en fait en train d'idéaliser, enfin de faire montre d'une admiration, mais presque une admiration stéréotypée. Enfin, quel humaniste ne se réjouirait pas devant de belles architectures? C'est tout à fait en fait attendu. Et puis finalement, le personnage le plus surprenant, c'est celui de Bernard Lardon, qui va poser une question là-dessus, qui va s'interroger sur la pertinence peut-être de cette curiosité. Est-elle bien placée, mal placée? En tout cas, il pose la question et il dit qu'aux statues antiques qu'il estime certes bien faites, comme il dit, il préfère encore les filles de son pays, qui sont plus à son goût et qui, elles, sont bien vivantes. Elles sont très bien faites aussi, et en plus elles sont bien vivantes. Donc il y a quelque chose voilà, de plus concret dans la curiosité de Bernard Lardon, puisqu'il en a une aussi d'une certaine façon. Mais ce personnage un peu grincheux, un peu fâché, d'ailleurs on nous le dit dans le texte, hein, il est fâché et monopolé, dit le texte. Il est visiblement mis à distance par les personnages humanistes animés par le désir, comme ceci, de toute connaissance, qui vont aussi découvrir la fameuse ménagerie de Philippe Strozzi. Hein, et que leur dit Bernard Lardon là-desus? Il dit « Je ne sais quel plaisir vous avez pris en voyant les lions et africanes, ainsi nommiez-vous, ce me semble, ce qu'ils appellent des tigres, près le beffroi, pareillement en voyant les porcs-épics et autruches au palais du seigneur Philippe Strozzi. Et que dit-il? J'aimerais mieux voir un bon et gras oison en broche. » Voilà, donc là encore, retour à du concret, à du tangible, à quelque chose qu'on peut presque consommer et qui n'est pas une espèce d'observation éthérée et perdue. Et ici, il y a quelque chose enfin, sans doute de l'ordre d'une mise en question d'une curiosité finalement, alors donnée comme a priori bonne, sans doute, dans l'esprit d'un humaniste, un peu idéalisé, mais finalement mise en question par une voix discordante et qui va faire planer quand même un doute sur peut-être la présomption de ces humanistes ou sur leur façon d'idéaliser trop les choses. La parenthèse, par exemple, « Ainsi nommiez-vous, ce me semble, ce qu'ils appellent des tigres ». Là, on sent bien qu'il y a une espèce de critique aussi sur le langage un peu trop recherché. Bon. Et je pense qu'ici, on peut voir quelque chose d'intéressant, enfin, du point de vue de ce qu'écrit Rabelais, c'est-à-dire une vision qui n'est pas du tout monolithique, d'une curiosité parfaitement ininterrogée, au contraire, peut-être un peu d'ambiguïté, un peu de grincement, de tension en tout cas, dans cette curiosité qu'on a tendance à ne pas du tout interroger, à laisser, à considérer comme évidente.
considérée comme évidente, sans doute par Rabelais lui-même le premier, parce qu'il expliquait, et là aussi je reviens sur un élément qui a été mentionné par Richard Cooper hier, mais qu'avant son séjour à Rome, il s'était préparé, il disait, à force de penser et de réfléchir, je m'étais fait une idée des choses dont le désir m'avait attiré là. En fait, j'avais résolu en premier lieu de visiter les savants qui avaient quelque réputation dans les endroits où nous passerions, et puis de voir un certain nombre de plantes, d'animaux et de drogues qui, disait-on, manquaient en France, mais qui se trouvaient là-bas en abondance. Et il s'adresse à Jean du Bellay et lui dit vous aussi, vous employez volontiers tout le loisir que vous laissez cette célèbre et astreignante ambassade à visiter les monuments de la ville. Donc vous ne vous êtes pas borné à voir ceux qui étaient déjà au jour, vous en avez même fait sortir de terre, etc. Et il explique la passion, enfin il partage aussi cette passion pour les monuments antiques. Mais voilà, vous avez ce personnage de Bernard Lardon, ce bénédictin qui veut voyager, enfin pour qui un voyage sans rôtisserie, antiques et aromatisantes, c'est son terme. C'est un voyage raté en quelque sorte, et un voyage calamiteux. Pour les autres, ce serait un voyage sans monuments antiques et sans la ménagerie extraordinaire qu'ils ont vue, qui paraîtrait décevant. Donc on voit ici, ce qui est intéressant à mon avis, c'est que la curiosité est une notion extrêmement relative à celui qui la pratique. Ce qui est précieux pour les uns et excite la concupiscence des yeux, comme dit saint Augustin au sujet de la curiosité, ne l'est pas pour tous. Et on voit comment ici l'expérience des personnages en voyage croise des problématiques, des querelles, des controverses contemporaines sur les ambiguïtés de la curiosité. Tantôt jugée passion dévorante qui pourrait nous détourner de l'essentiel. Alors qu'est-ce que l'essentiel pour le moine bénédictin? C'est manger et tâter des jolies filles, hein. Pour saint Augustin, c'est plutôt la contemplation de Dieu, mais ça fait partie des querelles de l'époque, c'est-à-dire qu'est-ce que l'essentiel? Est-ce que la curiosité pour toutes ces choses si diverses n'est pas une façon de nous détourner de l'essentiel, ce qui ne serait que vanité, et comportant les dangers que l'on sait, c'est-à-dire le danger de s'y perdre. Alors on voit ici une allégorie de la vue qui, je parlais tout à l'heure de concupiscence des yeux, c'est le terme de saint Augustin pour condamner la curiosité. Bon, l'allégorie de la vue par Bruegel vous montre un personnage dans un cabinet de curiosité, très clairement. Donc la concupiscence des yeux est vraiment associée à la curiosité. Et puis quant au danger de la curiosité, on les connaît bien. Des grandes figures comme Pandore les ont parfaitement illustrées et sont convoquées à cette époque-là pour évoquer ce risque. Bien sûr, Actéon, on en parlait tout à l'heure, c'est une figure essentielle de la curiosité punie, sévèrement punie, celui qui a voulu voir ce qu'on ne devait pas voir, ou encore Psyché, exactement pareil, espèce de pulsion de voir qui l'amène à sa perte. Et évidemment, on pense au péché originel, ce désir de connaître absolument, et qui était interdit, mais qui a été évidemment sévèrement puni, comme on sait. Donc les allégories de la curiosité qu'on va trouver après au XVIIe siècle représentent une espèce de harpie, de ménade, enfin de folle aux cheveux hérissés et totalement prête à voler de toutes parts. Elle est ailée et elle est comme déraisonnable. Voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai fini normalement? J'ai pas regardé. Bon, je vais simplement vous parler de quelques éléments finalement qui se rapportent à la culture de la curiosité et qu'on peut trouver dans le quart-livre. Alors pour finir, je vais d'abord vous parler du Tarande. Que l'on trouve donc dans l'île de Nulle part, dont on parlait hier, Medamoti. Medamoti, c'est une escale qui arrive dès le chapitre 2
du quart-livre. Cette île Canada, cette île où soi-disant on ne trouve rien, si c'était, en tout cas elle est aussi grande que le Canada, nous dit effectivement le narrateur. Et on y trouve énormément de choses parce que sur le port de cette île, il y a des marchands. Ces marchands vendent des objets extraordinaires qui sont des objets impossibles en fait. Des objets impossibles comme ce tableau qui représente les idées de Platon, cet autre qui représente les atomes d'Épicure. Bon, déjà des tableaux dont on a du mal à s'imaginer visuellement à quoi ils pourraient ressembler. Des objets uniques, des objets étranges. C'est une île qui est très très clairement associée à la question de la vue parce que dans la brève déclaration, c'est-à-dire le glossaire qui est à la fin du quart-livre, Rabelais signale que Philophane, donc c'est le roi qui dirige cette île, Philophane signifie convoiteux de voir et être vu. Et il ne peut paradoxalement être vu parce qu'il est parti en voyage pour voir son frère Philothéamon, dont le nom signifie convoiteux de voir. Donc vous avez comme ça une espèce de faisceau vraiment de convergence. Bon, cette île de Médamoti qui veut dire nulle part, c'est une île où le chapitre qu'il a décrit fait apparaître pour la première fois dans la langue française le mot exotique. Le mot exotique qui est glosé, exotique et pérégrin, c'est-à-dire ayant voyagé, pour parler des marchandises justement qu'on trouve sur le port de cette île, devant les bateaux. Les personnages sont à ce point fascinés, émerveillés, qu'ils vont faire des achats. Ils vont acheter énormément d'objets. Donc je parlais des tableaux en question. Il y a également d'autres objets rares et précieux, en particulier le tarande. J'ai ici trouvé un tarande de City, un animal étrange et merveilleux, à cause des variations de couleurs en sa peau et poils, selon la distinction des choses prochaines, donc il varie de couleur comme un caméléon. Vous le prendrez en gré, dit Pantagruel à son père, il est autant maniable et facile à nourrir qu'un agneau. Alors, ça c'est... c'est peut-être un motif de rapprochement avec le Canada encore, parce que c'est bien, on peut rapprocher sa figure de celle de l'orignal, même si l'orignal, je crois, ne change pas de couleur selon les choses prochaines. Qu'est-ce qu'il trouve d'autre? Il trouve des licornes. Je vous envoie pareillement 3 jeunes unicornes, plus domestiques et apprivoisés que ne le seraient petits chatons. Vous voyez, en plus, ce sont des animaux extraordinaires, mais parfaitement sympathiques et très gentils, comme des agneaux ou des petits chatons. J'ai conféré avec l'écuyer, il m'a dit la manière de les traiter. Elles ne pâturent en terre, autant leurs cornes longues au front. Force est que pâture, elles prennent aux arbres fruitiers, en râtelier. Alors, on explique comment il faut élever ces licornes. Elles ne sont pas dangereuses. Et je prends la fin de la citation. Si bon vous semble, vous ferez preuve du contraire. Elles ne sont pas féroces, pas dangereuses, et vous trouverez qu'en elles consiste une mignotise la plus grande du monde, pourvu que malicieusement on ne les offense. Donc il envoie à son père 3 jeunes licornes qui vont avoir comme ceci un comportement exemplaire. Alors on ne sait pas si ce sont, parce que là vous avez je vous ai montré une gravure qui regroupe toutes les sortes de licornes qu'on connaît, c'est une gravure du XVIIe, mais bon, évidemment la licorne est un animal fabuleux, donc on trouve aussi ces licornes sur le port de cette île de nulle part. On constate ici qu'avec le tarande, avec les licornes, nous sommes en présence de belles et rares choses, comme dit le texte, et qui sont données comme dignes d'être offertes au roi, son père, rapportées en France en échange des livres que le père avait fait porter à son fils. Donc on voit comme ça les curiosités qui circulent, qui sont offertes à des puissants, qui sont échangées, et qui, vous voyez, mêlent aussi bien des naturalia, des productions de la nature, à des artificialia. Il explique en particulier qu'il y aura aussi 78 pièces de tapisserie racontant la vie d'Achille, qu'il a aussi fait acheter par Gymnaste, une tapisserie de dimension et de facture impressionnante, qui est dite bien belle et industrieuse, c'est-à-dire confectionnée avec un soin exemplaire.
Pour finir, on apprend que les animaux dont je viens de parler sont envoyés en grande pompe, le tarande étant couvert d'une housse de satin broché d'or, avec la tapisserie contenant la vie et gestes d'Achille. Donc voilà, tout est associé, hein, les tapisseries, les animaux, et les 3 unicornes sont caparaçonnés de drap d'or frisé. Voilà, donc c'est vraiment ici l'univers des raretés mirifiques, des merveilles que l'on peut trouver dans les cabinets princiers, hein. Des curiosités, donc, chez Rabelais. Par contre, elles font partie de l'île de nulle part, hein. Donc, le lieu du surgissement du nouveau et de l'exotique, qui va se retrouver, parce que certains objets achetés par Panurge vont se retrouver dans la galerie de Thélème, nous dit-on. Une galerie qui est aussi quand même... Enfin, Thélème, c'est tout de même une abbaye utopique, un manoir qui n'existe pas, une sorte de mirage des bords de Loire. Donc, des objets de fiction, finalement, ces curiosités sont associées soit au nulle part, soit à l'utopie, enfin, à une fiction extrême, finalement. Et au fond, cette façon, comme ceci, d'associer la curiosité et les objets rares et précieux à des créations de fiction montre aussi à quel point il y a de la part sans doute de Rabelais une façon de s'amuser avec les récits de singularité qu'on va trouver dans les récits de voyage et de faire à son tour cette forme de revue des objets extraordinaires rapportés, mais en les traitant toujours comme des fictions extraordinairement impossibles, disons. Alors, voilà, alors, il y avait aussi l'histoire des andouilles rapportées, des andouilles envoyées en tribu après la guerre des andouilles et qui sont également offertes, donc des andouilles royales qui sont offertes au bon Gargantua, qui lui-même en fit présent et les envoya au grand roi de Paris. Alors ça, c'est intéressant parce que vous avez comme ça un passage de dons, de curiosité, ces andouilles qui marchent, hein, et qui ont été offertes en tribu après la guerre. On sait qu'elles ont été aussi associées, Marius Barbeau les a considérées comme éventuellement, dans l'idée d'un roman à clé, comme les Amérindiens qu'on aurait ramenés, etc. Gérard Defoe reprend d'ailleurs cette interprétation dans son édition du Quart-Livre. Bon, là aussi, vous êtes, les lecteurs sont tentés d'y voir des liens avec ces échanges et avec ces façons de rapporter des indigènes ou des éléments indigènes des contrées lointaines. Voilà, alors je termine avec le monstre Mardi Gras qui est décrit dans le texte exactement comme serait décrite une curiosité à la même époque, ayant les ailes longues et amples comme sont les ailes d'un moulin à vent. Il était le pennage rouge cramoisi comme est d'un phénicoptère. Alors ça, c'est un flamant rose. Et le terme phénicoptère, c'est vraiment... Et le flamant rose aussi, c'est un élément typique des cabinets de curiosité et des collections de l'époque. Les yeux avaient rouges et flamboyants comme un pyrope, les oreilles vertes comme une émeraude prasine, les dents jaunes comme un topaze, la queue longue, noire comme marbre luculiant, les pieds blancs, diaphanes et transparents comme un diamant, et avait un collier d'or au cou, autour desquels étaient quelques lettres ioniques. Donc ici, alors une espèce de mélange comme ça, on voit bien le choix des comparants uniquement sur des matières précieuses extraordinaires, et qui montre qu'ici, il y a une façon sans doute de se moquer de ces descriptions avec moult comparaisons, qui sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Voilà, donc je conclus en récapitulant d'une certaine façon les éléments que j'ai voulu mettre en perspective. On voit bien que Rabelais est conscient des enjeux moraux et théologiques associés à la bonne ou à la mauvaise curiosité, c'est-à-dire qu'il manifeste la tension qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette notion ou de cette pratique, tout en se faisant le témoin d'une société en plein développement commercial et artistique, comme en témoigne l'apparition de différentes curiosités dans le cadre narratif d'un voyage sur un marché
de visites dans des palais, de visites de villes, d'avis contrastés, de singularités donc exhibées au détour des pages. Et quand on sait qu'au début du XVIe siècle, donc dans les, disons, des années 1520-30, un intérieur de goût accumule des antiquités, des œuvres d'art, des naturalia, éventuellement des scientifica, on comprend pourquoi Rabelais fait en sorte aussi que le manoir de Thélème ne soit pas exempt de ce type de mise en place, ce qui va rapprocher encore l'abbaye du portrait idéalisé d'un milieu, disons, curial, savant et raffiné. Donc ce goût de la nouveauté qui a fait monter en mer, tantôt émerveille, tantôt incite à réfléchir à ce qui mérite d'être admiré, observé ou conservé. On peut penser aussi à la question des paroles gelées qui pose cette interrogation-là comme centrale. Quand on trouve les paroles gelées, faut-il les conserver dans du feutre ou de l'huile ou faut-il les laisser dégeler et ne pas les conserver? Voilà, donc le voyage du quart-livre contient d'une certaine manière, et ça c'est aussi, je rejoins complètement l'idée qui a été donnée hier par Claude Lacharité, le voyage du quart-livre contient sa propre satire, satire d'un récit de voyage classique, disons, ou de la tendance littéraire du récit de voyage à consteller la narration de toutes sortes de singularités ou de curiosités. Ceci, on le voit très clairement à l'œuvre à d'autres moments du travail d'écriture de Rabelais, quand il parle de Jean Tenot, par exemple, dans le Gargantua. Donc satire du récit de voyage, mise en question du désir de tout connaître, qui peut être considéré peut-être aussi comme une présomption, la manie collectionneuse d'un certain milieu humaniste. Donc on voit que c'est un texte qui à la fois cultive l'émerveillement, tout en interrogeant l'admiration, de manière à ne pas se constituer comme un admirateur béat des choses. Voilà, je vous remercie pour votre attention.